Mon séjour ici a été difficile, principalement parce que, vous savez, ce qui était nouveau, c'était le jogging, c'était nouveau. Tom Waits était autrefois le roi de la musique américaine de fin de soirée, mais à 75 ans, il est devenu un fantôme. Depuis les années 1990, il se cache sur 40 acres dans le comté de Sonoma. Son propre fils a cessé de lui parler pendant 8 mois. La boisson, les aventures, les bagarres de bar ont presque tout détruit. Maintenant, il quitte rarement sa forteresse, sauf pour les batailles judiciaires. Sa voix, autrefois légendaire, est endommagée par des décennies d'abus. L'homme qui chantait Les gens brisés en est devenu un lui-même. Et la vérité sur ce qui l'a vraiment brisé est plus sombre que ses chansons. Tom Waits est venu au monde le 7 décembre 1949, pesant 7 livres et 10 onces. C'était une journée froide à Pomona, en Californie. Officiellement, il est né à l'intérieur de l'hôpital Park Avenue. Mais au fil des ans, Tom a commencé à raconter une version beaucoup plus dramatique. Il a dit qu'il était né à l'arrière d'un taxi jaune garé devant l'hôpital Murphy et que ses parents avaient dû payer $1,35 au compteur. Que cela se soit réellement produit ou non, l'histoire correspondait parfaitement à l'homme qu'il allait devenir. Même sa naissance ressemblait déjà à une chanson. Ses parents, Jesse Frank Waits et Elma Fern Johnson, étaient tous deux professeurs d'école. Jesse était un professeur d'espagnol du Texas, avec des racines écossaises, irlandaises, et Alma était d'origine norvégienne, en Oregon. Au moment de la naissance de Tom, il vivait sur Pickering Avenue à Whittier. Leur maison était une maison typique de la classe moyenne remplie de livres et de routines religieuses régulières. Mais rien chez Tom n'est jamais resté typique bien longtemps. En 1969, tout dans sa vie a changé. Il n'avait que 10 ans lorsque ses parents se sont séparés et la blessure qu'elle a laissée n'a jamais complètement guéri. Tom l'appellera plus tard un traumatisme. Son père, dont il se souvenait comme d'un homme dur et distant et souvent ivre, a quitté la maison. Elma a fait ses valises avec Tom et ses 2 sœurs et a déménagé à Chula Vista, une banlieue plus tranquille près de San Diego. Soudain, Tom s'est retrouvé coincé entre 2 mondes différents. Il vivait dans la maison disciplinée et pieuse de sa mère, mais rendait également visite à son père imprévisible, qui l'emmenait parfois de l'autre côté de la frontière à Tijuana. Cette séparation entre l'ordre et le chaos est devenue le terreau émotionnel où toute sa future musique allait croître. La même année, alors qu'il n'avait que 10 ans, Tom a commencé à changer de manière plus choquante. Il a commencé à fumer. Il a fait de l'autostop seul. Ce n'était pas seulement une rébellion adolescente qui arrivait tôt. C'était un rejet complet de l'enfance normale. Il s'est décrit plus tard comme un garçon qui courait après les méfaits malicieux. À l'école, il était intimidé et silencieux. Mais au lycée, sa voix avait déjà commencé à porter le gravier, qui allait le rendre célèbre, même si à l'époque, il essayait juste de ressembler à Ray Charles ou Bob Dylan et n'y parvenait pas tout à fait. À l'âge de 14 ans en 1965, il a obtenu un emploi à la pizzeria Napoleon à National City. Il y a travaillé chaque semaine jusqu'à ses 19 ans. Les propriétaires, Joe Sardo et Sal Lowe, se souviennent de lui griffonnant des paroles et observant tous ceux qui entraient tard le soir. Tom ne considérait pas cela comme un simple emploi. C'était un endroit où il pouvait écouter. Il a recueilli des bribes de conversation, des histoires, des arguments, des blagues et des chagrins d'amour des gens autour de lui. Certaines de ces lignes se retrouveraient dans des chansons comme Shore Leave et The Ghosts of Saturday Night. Il travaillait tard, parfois jusqu'à 4 heures du matin, puis allait à l'école sans dormir. Salou a dit un jour « Je savais qu'il avait du talent, mais je ne pensais pas qu'il deviendrait aussi grand. » Mais Tom n'était pas seulement grand. Il devenait quelque chose d'étrange et de puissant. Pendant ces années, il a également passé du temps avec des proches à Gridley et Marysville. Un oncle avait une voix rauque et graveleuse qui est restée gravée dans la mémoire de Tom. Il a admis plus tard que cela avait influencé sa façon de chanter. Sa vie musicale a commencé tôt.
À l'école élémentaire, Jordan, il a appris le clairon et la guitare. Son père lui a appris à jouer du ukulélé. Il a créé un groupe scolaire appelé The Systems, où ils ont essayé d'imiter Motown, même s'ils n'étaient que des enfants blancs de Californie. Il a également écouté Hank Williams et de la musique folklorique mexicaine à partir des vieux disques de son père. Il a rempli les murs de sa chambre des paroles de Dylan et s'est imprégné des sons de Roy Orbison, Ray Charles et Wilson Pickett. Ses voix si pleines d'émotion ont commencé à façonner sur la sienne. À 15 ans, quelque chose s'est produit qui l'a ébranlé jusqu'à la moelle. Il a vu Lightning Hopkins se produire en direct. L'homme avait des dents en or, une voix hantée, et quand il est allé en coulisses, il a passé devant un panneau qui disait « Entrée interdite. Cette pièce est réservée aux artistes. » Tom a dit qu'il savait, à ce moment-là, qu'il devait en faire partie. Un autre moment est survenu en 1962 lorsqu'il a regardé James Brown se produire à San Diego. Il a dit que c'était comme mettre un doigt dans une prise de courant. Il a comparé cela à la messe à la cathédrale Saint-Patrick à Noël. Ce n'étaient pas des concerts, c'étaient des éveils. À 18 ans, Tom a abandonné ses études à Hilltop High School à Chula Vista. Il ne s'intéressait plus à l'école. Il vivait comme un adulte depuis des années, travaillant toute la nuit, regardant des gens étranges, écoutant leurs douleurs. Il s'est qualifié de rebelle, qui se rebellait même contre les autres rebelles. Alors que tout le monde autour de lui courait après les symboles de paix et les fleurs, Tom est retourné dans les rues sombres des années 1950. Il a lu les écrivains de la Beat Generation, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, et a suivi leur poésie brisée au lieu du rêve hippie. En 1969, alors qu'il avait 20 ans, il a obtenu un emploi de portier au Heritage Coffee House à San Diego. Ce petit emploi est devenu sa porte d'entrée dans le monde de la musique. Il a commencé à s'y produire, d'abord en reprenant Dylan et de vieilles ballades country de camionneurs comme Phantom 309. Puis il a sorti ses propres chansons, les premières comme Old 55 et I Hope That I Don't Fall in Love with You. Il apprenait sa voix devant des inconnus soir après soir tout en aidant à gérer la porte. De plus grands noms ont commencé à le remarquer. Il a fait les premières parties de Tim Buckley, Sonny Terry, Brownie McGhee et d'un ami nommé Jack Temchin. Le Heritage Coffee House est devenu sa salle de classe. Chaque soir était une leçon de timing, de silence et de la façon d'atteindre les gens à travers la musique. En 1971, tout a changé. À 21 ans, alors qu'il travaillait toujours au Heritage et jouait des scènes ouvertes aux troubadours à Los Angeles, il a été repéré par le manager Herb Cohen. Cohen avait travaillé avec Frank Zappa et il a signé Tom chez Asylum Records en 1962. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Tom avait déjà enregistré quelques morceaux pour le label Bizarre de Zappa l'année précédente. Une fois signé, Tom a emménagé au Tropicana Motel à West Hollywood. C'était un endroit en ruine, connu pour les stars du rock de fin de soirée et les rêves brisés. Il a choisi d'y vivre exprès. Il a déclaré au LA Times « Il faut presque créer des situations pour pouvoir écrire à leur sujet. Je vis donc dans un état constant de pauvreté auto-imposée. » Cette décision d'embrasser le côté sale de la vie a défini les prochaines années. En 1973, il sort son premier album, Closing Time. Il s'est à peine vendu. Les critiques ne savaient pas quoi en faire. Il était fauché, mais alors quelque chose d'inattendu l'a sauvé. The Eagles ont entendu Old 55 et ont enregistré leur propre version pour leur album de 1974, On the Border. Leur version est devenue un énorme succès. Tom détestait ça. Il l'a qualifié d'antiseptique et a dit qu'ils étaient aussi excitants que de regarder de la peinture séchée. Mais les royalties de cette seule reprise lui ont donné l'argent dont il avait besoin pour survivre. Des années plus tard, Glenn Frey a déclaré que Tom n'aimait pas notre version, et puis il a reçu le chèque. Depuis, nous sommes très proches. Pendant cette période, Tom ne prétendait pas être un artiste en difficulté.
Il l'était. Il buvait beaucoup. Il fumait constamment. Il jouait des spectacles complètement ivre avec une cigarette collée à sa lèvre et un nuage de fumée autour de lui. Il se produisait à travers le brouillard. Lors d'un concert à Londres, il a été expulsé du club Ronnie Scott's après seulement 3 nuits à cause de son comportement. Sa chambre au Tropicana était un désordre. Des costumes de friperie, des plats empilés, non rasés depuis des jours. Il a admis plus tard qu'il était allé aux AA et s'était nettoyé, mais ces années l'ont presque détruit. En 1975, il sort The Heart of Saturday Night. C'était plus réfléchi, une carte musicale de la vie nocturne américaine. Les critiques ont accordé plus d'attention cette fois-ci, mais les ventes étaient toujours horribles. Il gagnait si peu d'argent qu'il ne pouvait même pas se permettre de garder son trio. Il a dû faire une tournée seul. Un critique a qualifié ses chansons d'affectation de taudis. Un autre a dit que ses paroles étaient vagues et ses mélodies plaintives. Même Tom a dit plus tard que l'album était mal formé et a admis qu'il essayait juste. Sans l'argent de la reprise d'Eagle, il aurait peut-être complètement arrêté la musique. Mais le pire est arrivé en 1975. Cette année-là, Tom a accepté de partir en tournée en première partie de Frank Zappa. Ce qui s'est passé pendant cette tournée était un cauchemar. Chaque soir, les fans de Zappa lui lançaient des ordures. Des légumes, des fruits, même des ordures. Zappa a dû monter sur scène juste pour le protéger. Lors d'un spectacle, même les propres parents de Tom se sont joints au chaos et lui ont lancé de la laitue. En Ontario, à Payix, à Manhattan, c'était la même histoire. Des huées, des insultes, de la nourriture qui vole. C'était humiliant. Mais Tom a continué. Il buvait plus pour y faire face. Et étrangement, l'industrie l'a respecté pour avoir survécu. Cette horrible tournée a construit sa réputation. Il n'était plus seulement un autre auteur-compositeur en difficulté. Il était le gars qui pouvait tout gérer. À l'été 1976, Tom Waits est entré au studio 3 de Wally Heider à Hollywood et a commencé à enregistrer quelque chose qui allait tout changer. Les sessions se sont déroulées du 15 au 29 juillet et au moment où Small Change est sorti le 21 septembre, il est devenu son premier véritable succès. L'album a atteint le numéro 89 du Billboard Top 100, une première pour lui. Ce n'était pas seulement les ventes qui étaient différentes, bien qu'il se soit vendu plus que tous ses anciens disques combinés. C'était la façon dont le monde s'est finalement arrêté et a écouté. Produite par Bone Show, la musique mettait en vedette des noms légendaires du jazz, comme Luther Bachan au saxophone ténor, Jim Hwart à la basse et Shelly Manne à la batterie. Ce n'était plus le son folk tranquille de ses premières années. C'était théâtral. C'était plein de poésie meurtrie, de douleur et de crâne. Des chansons comme Tom Trobert's Blues et The Piano Has Been Drinking ont clairement montré qu'il était passé des ballades de bar à quelque chose de plus sombre. La même année, avec le succès de l'album derrière lui, il a formé son premier véritable groupe de tournée. Ils se sont appelés les Nocturnal Emissions. Il y avait Frank Vicari au saxophone ténor, Fitzgerald Jenkins à la basse et Chip White à la batterie et au vibraphone. Ce qui a suivi a été un voyage non-stop. Il était maintenant un homme en mouvement et la route deviendrait sa deuxième maison pour les 3 prochaines années. Le 27 mai 1977, quelque chose d'étrange et de chaotique s'est produit devant le Duke's Tropicana Coffee Shop à West Hollywood. Tom Waits et son ami Chuck E. Weiss se sont retrouvés dans une situation dont ils ne pouvaient pas se sortir. À l'intérieur du restaurant, ils avaient remarqué 3 agents du shérif en civil qui dérangeaient les clients. Et quand ils ont pris la parole, les choses ont dégénéré rapidement. Selon le rapport, ils ont dit des choses comme « Hé mec, j'ai ces types couverts » et ont dosé les agents à se battre. Une fois à l'extérieur, les agents les ont suivis et les ont attrapés lorsque Weiss a fait un mouvement rapide près de sa ceinture. Des armes ont été tirées. Waits et Weiss ont été menottés et accusés de s'être battus en public. Waits a plaisanté plus tard en disant que les agents étaient vêtus d'ensembles Sears en velours côtelé, mais qu'ils étaient armés.
Son manager, Herb Cohen, a ajouté que les agents ont affirmé qu'ils étaient arrêtés pour racolage homosexuel et pour ivresse et troubles à l'ordre public. Les clients de Dukes ont été tellement choqués qu'ils se sont plaints aux autorités et une enquête officielle a été lancée. Mais Waits, fidèle à lui-même, a continué. De la fin de 1976 à la fin de 1979, la route est devenue à la fois son champ de bataille et son fardeau. Il a fait des tournées constantes, d'abord 30 spectacles pour Small Change, puis 73 spectacles pour Foreign Affairs et plus tard 115 spectacles supplémentaires pour Blue Valentine. Ces tournées l'ont emmené à travers l'Amérique, le Japon, l'Allemagne, la Finlande, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et même l'Australie. Mais à chaque spectacle, il se défaisait. Il buvait beaucoup. Parfois, il perdait connaissance en plein spectacle et se réveillait dans des chambres d'hôtel où il ne se souvenait pas d'être arrivé. Ces spectacles ont commencé à mélanger la musique avec des actes de scène imprévisibles. À un moment donné, lors d'un numéro faisant référence à des cache-tétons et à un string, il a fait monter une stripteaseuse sur scène. En 1977, il avait déjà fait une tournée au Japon, s'ouvrant à un public entièrement nouveau. Mais la boisson et les voyages sans fin creusaient des lignes profondes dans sa vie. Il a admis qu'au début, le style de vie était excitant. Puis, c'est devenu une routine. Puis, c'est devenu un piège. En 1978, quelque chose a changé en lui. Il a enregistré Blue Valentine, un album qui semblait plus sombre que tout ce qui avait précédé. Il explorait des histoires de vie brisée, de crimes et de solitude. Une chanson se distinguait nettement. Christmas Card from a Hooker in Minneapolis n'était pas seulement une chanson. Elle s'était basée sur de vraies lettres que des fans lui avaient écrites. Dans celle-ci, une femme écrit à un vieil ami, mélangeant les vœux de vacances avec le chagrin d'amour, les amendes de tribunal et les mensonges. C'était brut. Romeo is Bleeding a suivi avec des sons latins et des échos de West Side Story. La chanson finale, 29 heures, donnait une définition douloureuse au titre de l'album A Desperate Man Trying to Find Forgiveness. Les critiques l'ont qualifié de son premier véritable chef-d'œuvre. Ce n'était plus seulement de la musique. Il documentait les cris silencieux des personnes que la société avait oubliées. Plus tard, cette même année, il a rencontré quelqu'un qui allait tout changer. Elle s'appelait Kathleen Brennan. Ils se sont croisés pour la première fois lors d'une fête du Nouvel An en 1968, mais ce n'est qu'en 1980 qu'ils se sont reconnectés. À cette époque, Brennan travaillait comme analyste de scénario pour Francis Ford Coppola aux Zoetrope Studios. Elle est entrée dans le studio pendant que Waits enregistrait de la musique pour le film One from the Heart. Cette rencontre a allumé une étincelle. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils se sont mariés le 10 août 1980. Au cours de cette même été, il terminait son album Heart Attack and Vine, enregistré entre le 16 juin et le 15 juillet. Il a même écrit Jersey Girl pour elle. Mais Brennan n'était pas qu'une muse. Elle est devenue la raison pour laquelle il a changé sa vie. Brennan ne voyait pas seulement l'artiste en lui. Elle voyait aussi les dégâts. Waits buvait beaucoup depuis le début, vivant l'image qu'il vendait sur ce scène. Brennan l'a poussé à voir la vérité. Il se tuait lentement. L'homme que les gens considéraient comme brillant et sauvage s'effondrait à huis clos. Elle l'a aidé à devenir sobre, même si cela a pris du temps. Il a dit plus tard qu'il avait l'impression d'être devenu un vieil homme au pire sens du terme. Bone Show, son producteur, a dit un jour que Brennan l'avait éloigné de tout le monde, mais cela l'a sauvé. Waits n'a pas touché à l'alcool depuis plus de 20 ans. C'est Brennan qui l'a aidé à sortir de la boîte dans laquelle il s'était enfermé. En 1983, quelque chose de remarquable s'est produit. Brennan avait commencé à lui montrer de la musique qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Captain Beefheart, Harry Partch, tango, cabaret. Soudain, Waits ne ressemblait plus au vieux Tom. Cette année-là, il a sorti Swordfish Trombones, un album étrange et sauvage qui a choqué tout le monde.
Les saxophones avaient disparu. L'accordéon, le banjo, le bass marimba, les squeeze drums et même un harmonium ont fait leur apparition. Il l'a enregistré en août 1942 au Sunset Sound à Hollywood. C'était la première fois qu'il produisait lui-même un album. Les critiques ne savaient pas quoi en faire au début. John Pills a dit que cela ressemblait à un groupe de l'armée du salut perdu dans une discothèque de Hong Kong en ruine. Il n'a pas atteint un rang élevé, seulement le numéro 167, mais cela n'avait pas d'importance. NME l'a appelé le deuxième meilleur album de l'année. Spin a dit plus tard que c'était le deuxième meilleur album jamais réalisé. 9 ans plus tard, en 1992, Tom Waits a gagné un procès de 2,6 millions de dollars contre Frito-Lay. Ils avaient diffusé une publicité Salsa Rio. Doritos, avec quelqu'un se faisant passer pour lui, copiant sa voix si parfaitement que même les fans de longue date étaient dupés. Waits était furieux. Il avait toujours dit qu'il ne vendrait jamais sa voix pour des publicités. L'affaire a créé un précédent juridique, prouvant que voler la voix de quelqu'un pour des publicités n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était illégal. Cette même année, quelque chose d'encore plus puissant s'est produit. En 1992, il a arrêté de boire pour de bon. Il avait 43 ans. Il a rejoint les Alcooliques Anonymes et a dit aux autres qu'il essayait de résoudre toute la douleur de son passé. Il a déménagé dans le comté de Sonoma avec sa famille, à la recherche de la paix. Cette même année, il a enregistré l'un de ses albums les plus puissants à ce jour, Bone Machine. Il n'a pas été réalisé dans un studio chic, mais dans une pièce de stockage avec un sol en ciment et un chauffe-eau. Il a dit qu'il y avait un bon écho et c'était tout ce dont il avait besoin. Il a utilisé des percussions étranges, des os, des bruits de fracas, des rythmes qui sonnaient comme des squelettes dansants. L'album était brut. La moitié des chansons ont été écrites avec Brennan. Keith Richards s'est même joint à lui pour cette sensation. Il a remporté le Grammy du meilleur album alternatif en 1993. Et Waits a demandé en plaisantant au réalisateur Jim Jarmusch, alternatif à quoi? À ce stade, sa voix avait déjà commencé à s'affaiblir. Tous les grognements, les cris et la fumée avaient fait des dégâts. En 1997, il est même allé voir le médecin de gorge de Frank Sinatra à New York. Le médecin l'a averti d'arrêter ou de risquer de tout perdre. Waits a ri et a dit « Vous voulez dire riche et puissant ». Mais la vérité était que sa voix lui faisait mal. Il minimisait la situation en public, mais il ne pouvait pas cacher la douleur pour toujours. La même année, il a joué un rôle dans le film Ironweed avec Jack Nicholson. Il a joué un sans-abri, et cela ne ressemblait pas à du jeu. Waits avait vécu cette vie. Il avait dormi sur des bancs, dans des portes, dans des chambres dont personne ne se souvient. Jouer ce rôle l'a fait affronter de vieux souvenirs qui font encore mal. C'était réel et le public pouvait le ressentir. À travers tout cela, il n'a jamais cessé d'évoluer. De 1945 à 1992, il est entré dans une phase expérimentale étrange. Il a fait Rain Dogs en 1945, enregistrant 19 chansons dans un sous-sol du Lower Manhattan. Rod Stewart a ensuite repris Downtown Train, le transformant en un succès grand public, au grand désarroi de Waits. Il détestait être commercial. Il préférait frapper des portes avec des planches pour faire du son plutôt que d'utiliser des échantillons de studio. Il a dit un jour à son ingénieur qu'il n'aimait un son qu'après l'avoir chassé, tué, écorché et cuisiné. Cet album est devenu l'une de ses œuvres les plus saluées. Il a introduit l'idée des Rain Dogs, des créatures qui perdent leur parfum sous la pluie, tout comme les gens dans ses chansons et chansons. Après 6 longues années de silence, Tom Waits est revenu en 1999 avec un album intitulé Mule Variation. Ce n'était pas n'importe quel retour. L'album est monté directement à la 30e place du Billboard 200 aux États-Unis. Mais la vraie surprise est venue d'Europe. En Norvège, il a atteint la première place et il a fini par figurer dans les charts de 14 pays différents à travers le monde.
Les gens du monde entier ont soudainement prêté attention à un homme qui avait toujours semblé être un marginal. Les critiques l'ont salué. Les fans ne pouvaient pas s'arrêter de l'écouter. L'album lui a valu un Grammy du meilleur album folk contemporain et la chanson Hold On a été nominée pour la meilleure performance vocale rock masculine. Plus de 500 000 exemplaires ont été vendus et en 2010, il a été certifié platine en Europe. Ce qui l'a rendu encore plus puissant, c'est que pour la première fois depuis 1987, Tom est reparti en tournée. Cette tournée s'est étendue à travers l'Europe et l'Amérique du Nord durant l'été et l'automne 1999. C'est à ce moment-là que son statut a changé. Il n'était plus seulement un favori culte, il devenait quelque chose de beaucoup plus grand, et il l'a fait sans se vendre. En 2000, quelque chose d'étrange s'est produit dans un restaurant impliquant un fan, mais personne ne connaît vraiment toute l'histoire. Ce qui est si clair, c'est que pendant cette période, Tom était plus déterminé que jamais à protéger son identité. Une décennie plus tôt, en 1990, il s'était attaqué à Frito-Lay et avait gagné. Ils avaient diffusé une publicité radio Doritos utilisant quelqu'un qui imitait sa voix. Elle a été diffusée sur plus de 250 stations. Tom, qui avait toujours refusé de faire des publicités, était furieux. Il l'a appelé le sermon de la chips de maïs. Le jury lui a donné raison. Ils ont accordé 500 000 $ de dommages-intérêts contre Frito-Lay et 1 million de dollars de plus contre l'agence de publicité. Cette affaire a tout changé pour les artistes. C'était la première fois qu'un chanteur gagnait des dommages-intérêts punitifs juste pour avoir eu sa voix volée. Le refus de Tom d'être exploité est devenu légendaire. Même sans la machine à célébrité habituelle derrière lui, il a prouvé que sa voix était sacrée et que la loi devait respecter cela. Puis est venu Real Gone en 2004, un album étrange et brut comme rien de ce qu'il avait fait auparavant. Pour la première fois de sa carrière, il n'y avait pas de piano. Au lieu de cela, Tom a commencé à expérimenter avec le beatboxing et des sons bruts, dont certains provenaient de son fils, Casey. Les chants y en sont mélangés des rythmes funk, latins, africains et même jamaïcains rocksteady. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était une expérience sauvage. Une chanson, Day After Tomorrow, s'est démarquée pour une autre raison. Elle critiquait discrètement la guerre en Irak en utilisant la métaphore et l'émotion plutôt que la colère. Cette chanson est devenue une sorte de protestation, même si elle n'a jamais élevé la voix. L'album entier était assez audacieux pour être nommé le meilleur de 2004 par le magazine Harp. Sur des chansons comme Don't Go Into That Barn, Tom a tissé une histoire tirée d'un article du New York Times sur une prison d'esclaves du Kentucky en utilisant de vraies citations transmises de génération en génération. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était du storytelling avec des cicatrices. 4 ans plus tard, en 2008, il a repris la route pour le Glitter and Doom Tour. C'était sa première grande tournée depuis 1999 et c'était tout sauf ordinaire. Plus de 30 spectacles se sont étendus à travers l'Amérique du Nord et l'Europe et les règles d'achat des billets étaient strictes. Seulement 2 billets par personne. Vous aviez besoin d'une pièce d'identité avec photo correspondant au nom sur le billet. Sinon, vous ne pouviez pas entrer. Pas de remboursement, pas de revendeur. Ses fils l'ont rejoint sur scène. Casey à la batterie et Sullivan à la clarinette et au conga. À leur côté se trouvaient des musiciens chevronnés comme Vincent Henry, Omar Torres, Patrick Warren et Seth Ford Young. Chaque détail a été documenté pour un album live sorti en 2009. Ils ont joué dans des salles importantes comme le Fox Theatre à Atlanta, le Phoenix Park à Dublin et le Grand Rex à Paris. Mais en coulisses, cela a eu un impact. Tom avait 58 ans et les soirées après soirées de performance ont commencé à l'user. En octobre 2011, à l'âge de 61 ans, Tom Waits a de nouveau surpris tout le monde avec Bad As Me. Cet album avait quelque chose de rare, une pleine puissance de légendes invitées. Keith Richards a joué de la guitare. Flea des Red Hot Chili Peppers s'est occupé de la basse. O.J. Myers a apporté ses claviers légendaires. Son fils Casey est revenu à la batterie
Les amis de longue date de Waits, Marc Ribot et David Hidalgo, sont également revenus. Lorsque l'album est sorti, il a grimpé au 6e rang du Billboard 200. C'était son premier album du top 10 aux États-Unis. Il a même obtenu une nomination au Grammy pour le meilleur album de musique alternative. Les critiques ont été stupéfaits. L'un d'eux a dit que Tom était une merveille américaine, intelligent et primitif, rauque et méticuleux, sombre et comique à la fois. Le New York Times a noté comment les musiciens de rock indépendants étudiaient le chemin qu'il avait tracé pour lui-même. Cet album a également marqué son retour chez Warner Music après plus de 3 décennies d'absence. Mais la route avait été difficile. En 1983, lorsque sa fille, Kelly Simone, est née, Tom était plongé dans le chaos. Il faisait la promotion de Swordfish Trombones, vivant sur la route comme un artiste errant. Il disparaissait souvent pendant des semaines, tandis que Kathleen Brennan restait à la maison, élevant leur bébé seul. La tension a presque mis fin à leur mariage. Brennan lui a donné plusieurs ultimatums, dont la plupart ont été ignorés. Leur maison dans le comté de Sonoma est devenue un lieu de silence froid et de moments manqués. Tom a admis plus tard qu'il s'était perdu dans sa propre image torturée, plus concentré sur le fait d'être un génie fou qu'un père. En 1985, Brennan avait menacé de divorcer plus d'une fois. Puis, les choses ont empiré. À la fin des années 1980, sa consommation d'alcool était devenue incontrôlable. Il y avait des bagarres de bar, des liaisons, des mensonges. Brennan en a finalement eu assez en 1990. Elle a trouvé la preuve des liaisons et lui a remis les papiers temps de divorce avec un choix. Devenir sobre, suivre une thérapie, rejoindre les alcooliques anonymes ou tout perdre. Tom a appelé ce moment l'abîme. Il a choisi de s'en sortir. En quelques semaines, il était aux AA. Il a commencé une thérapie familiale hebdomadaire à Sonoma. Il a rechuté 2 fois en 1991, mais plus jamais. Sa sobriété a sauvé non seulement son mariage, mais sa vie. Les gens autour de lui ont vu le changement. Il n'était plus le fantôme de sa propre histoire. Son fils, Casey, né en 1985, l'a suivi dans la musique, mais portait un lourd fardeau. À 21 ans, Casey était un batteur talentueux. Il a joué sur Bad As Me, obtenant une reconnaissance au niveau des Grammy. Mais pendant la tournée de 2006, Casey a craqué. Vivre sous l'énorme ombre de son père l'a écrasé. Le public s'attendait à ce qu'il soit une version plus jeune de Tom, et cela a déclenché une forte anxiété. En 2007, il a cessé de parler à son père pendant 8 mois. Des initiés ont déclaré que Casey se sentait déchiré entre honorer l'héritage de son père et se forger sa propre identité. La guérison n'a commencé que lorsque Tom a publiquement reconnu le talent de Casey et lui a donné de l'espace. Depuis lors, Casey a travaillé avec des groupes indépendants et utilise même des noms de scène pour éviter d'être trop étroitement lié à son père. Le plus jeune, Sullivan, né en 1993, a suivi une voie différente. Il est devenu producteur de musique. Il a étudié au Berklee College of Music et a ensuite rejoint Epitaph Records à Los Angeles. Il ne voulait pas les projecteurs. Il préférait travailler en coulisses, créant des sons, pas la célébrité. La vie de la famille dans le comté de Sonoma est fortement gardée. Ils vivent sur 40 acres avec une sécurité privée et des panneaux interdisant l'intrusion. Sullivan change même son numéro de téléphone tous les quelques mois et utilise des pseudonymes dans les affaires pour rester caché. Il n'a jamais parlé publiquement de son père. Depuis le début des années 1990, Tom Waits est devenu presque invisible de par sa conception. Après avoir déménagé dans le comté de Sonoma, il a commencé à refuser les interviews. Depuis 1999, il en a accordé moins d'une douzaine au total. Il continue de poursuivre en justice lorsque son image ou sa voix est utilisée sans autorisation. Sa maison de 40 acres, achetée pour environ 750 000 $ en 1992, comprend un studio privé appelé Prairie Sun. Il filtre ses appels à travers des couches de répondeurs. Il sort rarement, sauf pour les comparutions devant les tribunaux. Cet isolement profond n'a fait qu'ajouter à son mystère.
certains fans campent toujours devant sa maison, espérant apercevoir l'homme qu'ils n'ont connu que par le son. En 2022, il a refait surface avec quelque chose d'inattendu, une reprise de Bella Ciao, l'hymne antifasciste italien. Il l'a ralenti à un rythme lugubre, a publié une vidéo remplie d'images de manifestations anti-Trump et a donné tout l'argent à l'Indivisible Project. C'était sa première nouvelle chanson depuis 2 ans. À peu près au même moment, son agent, Paul Charles, a révélé dans son autobiographie que Tom avait recommencé à écrire. Il avait même enregistré de nouvelles chansons, mais a été ramené dans le monde du cinéma. Pourtant, tout le monde l'espère. Le dernier album complet date de 2011 et l'attente a été longue. Lorsqu'il a eu 75 ans le 7 décembre 2024, les fans n'en revenaient pas de voir à quel point il était encore vif. Les hommages ont afflué, le qualifiant d'intemporel. Sa voix, ce rugissement graveleux autrefois décrit comme Louis Armstrong rencontrant Ethel Merman en enfer, n'a pas changé. Un article satirique plaisantait en disant que s'il s'éclaircissait un jour la gorge, il révélerait un beau fossé. Son récent rôle d'acteur dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson en 2021 a prouvé qu'il avait toujours une présence à l'écran. Il a joué Rex Blow, plus grand que nature. Et le film a obtenu 3 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film.